dans la fabrique cérébrale de la résilience. Euh, Et alors pour le coup, c'est un des seuls articles, parce que justement j'ai été interpellée, on va en rediscuter ensemble, et du coup je l'ai lu un petit peu. Je l'ai lu en lecture rapide, je ne sais plus si je l'ai fini, mais je l'ai lu un petit peu. Donc, dans la fabrique cérébrale de la résilience, une petite zone du cerveau appelée insula semble jouer un rôle notable dans nos capacités à surmonter les chocs, explique la chercheuse en psychologie Sylvie Choqueron dans sa carte blanche au monde. Je vous propose, d'habitude je le fais avant, de regarder où se trouve l'insula dans le cerveau. Donc là, je trouve qu'on ne voit pas trop mal. Hein. Je vous avoue que il y a des parties du cerveau où je vois à peu près où ça peut être. L'insula, je ne savais pas. Et là, c'est situé en vert. On voit que c'est assez profond quand même. Hop. Là aussi, on le revoit. Là, on le voit bien, là, je trouve. Hop. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Donc là, il est en rose ici. Donc là, on a le cortex frontal en bleu, le pariétal en turquoise, on va dire, temporal en vert et occipital en jaune. Et donc l'insulaire, on est vraiment au cœur du cerveau. Là, est-ce que c'est clair pour vous que c'est qu'on regarde le cerveau de côté, hein. Voilà, on est en mode égyptien, en sagittal. Je fais très bien l'égyptien. Hein. Capuche oreille de chat, c'est parti. J'aurais mis le thalamus à cet endroit, se dire comme je suis forte en cervelle. Bah, le thalamus, c'est plus petit que ça. Hop, thalamus. Oh. Et c'est vraiment très très profond le thalamus. Hop. Montrer que c'est bien. Donc là, c'est encore c'est une coupe sagittale. Là, on a vraiment découpé. Et tu vois, le thalamus, il est vraiment le petit noyau au cœur du cerveau, en plein milieu. Là, c'est l'avant, là, c'est l'arrière. Et le thalamus est en plein milieu. Et juste en dessous, là, l'espèce d'entonnoir, c'est l'hypothalamus, en dessous du thalamus. Et au bout de l'hypothalamus, vous avez l'hypophyse. Pourquoi je vous parle de l'hypothalamus et de l'hypophyse? Parce qu'on en a déjà parlé, mais c'est toujours bien de faire un rappel, par rapport au système endocrinien, au système hormonal. Le thalamus et l'hypothalamus sont vraiment très très importants. C'est un peu les chefs d'orchestre du système hormonal. Et il me semble, mais je peux me tromper, ce serait à vérifier, que ils produisent, enfin ils sont responsables, je crois, de la production des 2 tiers des hormones dans le corps. Mais bon, ce sera à vérifier, hein, vraiment à mettre avec des pincettes. Est-ce que c'est 2 tiers en quantité ou 2 tiers en panel d'hormones qu'ils proposent? Parce qu'ils envoient quand même pas mal de... Ils ont pas mal de différentes hormones qui vont envoyer dans la circulation sanguine. Et du coup, l'hypothalamus, on voit qui est sous le thalamus, c'est vraiment l'espèce de lien entre le système nerveux et le système hormonal. Il fait un peu la jonction. Il est dans le cerveau, c'est du nerveux, mais il est aussi chef d'orchestre du système hormonal. Donc voilà, donc là, on est vraiment au centre du cerveau. Pour vous dire, l'hypophyse, qui est une petite glande, là, on ne le voit pas bien, mais ça fait un peu... ça ressemble à deux petites sacoches. Voilà. Euh, je vous laisse voir. On le voit un petit peu sur l'image, mais peut-être que chez vous, ça va être encore moins clair que ça. On peut l'atteindre en passant par le nez. Il y a des chirurgies sur l'hypophyse qu'on fait en passant par le nez, si l'hypophyse n'a pas trop grossi pour X ou Y raison. Donc voilà, donc l'insula, le cortex insulaire, c'est ici.
au cœur quand même du cerveau, hein. On voyait quand même que là, on a enlevé un bout pour le voir, hein. Hop. Alors moi déjà, heu, j'ai essayé de mettre des moi déjà en fait, d'aller mettre un qualificatif genre la résilience, c'est lié à l'insula. Je vous avoue que j'ai un peu du mal à faire ce rapprochement rapide, même si effectivement, je vois enfin, je comprends l'idée des scientifiques, mais c'est un peu ce côté-là de c'est cette partie du cerveau qui est responsable de, alors que c'est toujours plus complexe, plus subtil que ça. Voilà. C'est ce qui m'a interpellée en fait à la base dans cet article. Le mot résilience est utilisé dans le langage courant depuis plusieurs décennies pour décrire les suites de situations exceptionnelles graves, comme celle de ces otages israéliens détenus 2 années dans l'obscurité ou dans un contexte de douleur morale ou physique. Je vous avoue que ça aussi, ça m'a un peu interpellée de prendre cet exemple-là et de pas forcément le mettre en parallèle avec le fait que y a des gens qui ont vécu un peu la même chose dans les geôles israéliennes, mais voilà, et la guerre et tout ça. Mais bon, l'exemple est précis, on va dire ça comme ça. Mais effectivement, ce qui n'enlève rien à la gravité de la situation et au traumatisme de ces personnes, hein. Loin de là, hein. C'est pas mon propos. Ce terme qui qualifie à l'origine la résistance au choc du métal, effectivement, on parle de métal, de résilience aussi quand on parle de métaux, désigne en psychologie la capacité d'un individu à surmonter une épreuve traumatisante. D'un point de vue neuroscientifique, il semble que le mécanisme de flexibilité émotionnelle soit crucial pour permettre la résilience. Cette capacité permettrait de nous adapter rapidement et de manière dynamique à toutes les situations, y compris menaçantes. Donc l'idée, si je comprends bien, donc la résilience, c'est arriver presque à faire d'une épreuve une force, euh, à surmonter cette épreuve plus facilement et voire à même en sortir avec quelque chose de beau. Après, je vous avoue que le mécanisme de flexibilité émotionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire de pouvoir, encaisser les émotions, les gérer et de switcher, d'arriver à transformer des émotions mauvaises en quelque chose de bon. Enfin, je le visualise pas très bien comme ça, hein. C'est un peu long pour globalement dire la résilience et la flexibilité, la faculté d'adaptation. Oui, je suis un petit peu d'accord, mais je suis peut-être pas assez poétique ce soir. Oui, c'est ça, c'est plus poétique comme ça. Il y a une logique, je pense, derrière, hein. Il y a une logique, hein. Et c'est la scientifique qui parle, qui a sa carte blanche, elle est psychologue à la base. Peut-être ça explique aussi tout ça. Pour tester cette hypothèse, Michel Tugad et Barbara Frederickson de l'Université de Boston ont proposé à 57 volontaires de répondre à un questionnaire en vue de les catégoriser en peu résilients ou très résilients. Les chercheurs leur ont ensuite annoncé qu'ils devraient donner une conférence en public, les encourageant à se préparer à parler le plus clairement possible, tout en leur indiquant qu'ils seraient filmés pour évaluer plus tard leurs prestations. Le rythme cardiaque des sujets a été enregistré tout au long des annonces et sans surprise, il s'est accéléré pour chacun des participants. Alors moi, la question que je me pose comme ça d'emblée, bon déjà 57 volontaires, c'est un bel échantillon, mais c'est pas non plus énorme. Hem, c'est le questionnaire, entre le questionnaire et les annonces, et cetera, combien de temps il s'est écoulé? Parce que faire un questionnaire et catégoriser les gens en peu résilients, très résilients, et cetera, bon après, il faudrait voir les questions. Et moi, j'aurais tendance à dire que, bah, il y a des jours où on sera peut-être pas du tout résilient
parce que fatigué, parce que émotionnellement down, parce que, enfin, pour plein de raisons. Et d'autres jours, ben, on aura plus la forme, plus le moral, et du coup, on sera peut-être plus apte à être très résilient. Donc en fait, je me demande un peu comment ça a été évalué, parce que j'aurais tendance à dire que ça peut fluctuer. On peut peut-être avoir un tempérament plus ou moins résilient, certes, mais je verrais bien quand même un petit peu de variation tout au long au cours du temps, quoi, au fil du temps, quoi. Je me serais venue avant de parler. Dans un second temps, donc on leur fait croire déjà dans un premier temps qu'ils vont devoir faire un oral en gros devant des gens, qu'il va falloir qu'ils parlent le plus clairement possible. Et voilà. Et là, on regarde et sans surprise, leur rythme cardiaque s'accélère. Donc ça veut dire qu'ils sont pressés. Il y a une réponse physiologique, quoi. Dans un second temps, on leur a expliqué qu'il n'y aurait finalement pas de conférence. Alors que les sujets notés comme très résilients récupéraient immédiatement un rythme cardiaque plus lent, ceux évalués comme peu résilients conservaient un rythme rapide similaire à celui observé à l'annonce de la situation stressante. Donc, finalement, l'annonce est: Hey, il n'y a pas, vous n'allez pas souffrir, vous n'allez pas être torturé devant un public. Voilà. Et le constat, personne très résiliente, a priori, ah cool, et ça revient à la normale, ça se calme, le stress passe, alors que les peu résilients ont conservé un état de stress qui se manifestait du coup par, le rythme cardiaque qui ne redescendait pas, quoi. Une action au ciné, j'étais super résiliente. Par contre, si on me chope à jeun le matin, eh oui, oui, non mais. Et donc, dans l'idée, on pourrait. Enfin, je trouve que. Je sais pas s'il y aurait grand chose à dire. Moi, je vois plein de trucs, mais comme on a. C'est vraiment un résumé de l'expérience. Mais encore une fois, comment on a classé les gens en très résilients, peu résilients, etc. C'est un peu. En fait, tout part de là. C'est comment ils ont fait ce classement pour pouvoir voir est-ce que effectivement c'était très clairement tout les parce que je suppose qu'il n'y a pas eu que des extrêmes dans ce classement. Il y a eu des gens qui étaient peut-être un petit peu enfin qui étaient au milieu. Enfin, c'est jamais encore une fois tout d'un côté ou tout de l'autre. Il y a aussi un peu plus de nuances. Donc est-ce que c'est une tendance qu'ils ont constatée ou vraiment c'était banco, quoi? Les gens très résilients, bim, et les gens peu résilients, le cœur continue, quoi. Donc en gros, très résilient égale sportif, peu résilient, faut faire une cortisol détox. Bah, en fait, c'est pour ça qu'il nous manque quand même beaucoup, beaucoup, je trouve, d'informations pour essayer de prendre un peu de recul par rapport à ce qui nous est dit là. Heu Dire que c'est n'importe quoi, ce serait aussi stupide de dire ça, mais il manque beaucoup d'infos pour pouvoir faire une critique, en fait. Critique qui peut être positive comme négative, qui peut être un peu les deux, mon capitaine. Donc voilà. Et bonsoir Igara, comment ça va? Donc voilà, il y a des petites choses comme ça qui me titillent le bulbe, comme dirait l'autre. Le bulbe cérébral, bien sûr. Donc la résilience serait ainsi associée à une capacité de récupération physiologique plus rapide. Les auteurs ont également observé que les sujets les plus résilients jugeaient la situation comme positive malgré son aspect stressant. Mais quelle situation? Celle que finalement il n'y ait plus ou même le fait de passer l'oral dans un amphi? La capacité à rebondir et à trouver du positif en toute chose que l'on considère souvent comme la conséquence d'une attitude résiliente pourrait donc être à l'origine de celle-ci. Donc en fait, la résilience, ce serait tu rebondis, tu trouves du positif partout, quoi. Comme la conséquence d'une attitude résiliente. C'est la conséquence ou c'est la définition du coup? Eux, ils voient ça comme une conséquence. Moi, j'aurais. Je... Ouais, c'est.
En fait, peut-être que tu peux le voir dans les 2 sens, mais pour moi, la résilience, bah, c'est effectivement ta capacité à rebondir et à trouver du positif partout. Donc en fait, c'est plutôt dans ce sens-là que je le vois, que le fait que ça, ce soit la conséquence d'une attitude résiliente. Après, l'attitude résiliente, peut-être qui attention, attitude résiliente, c'est presque en amont. C'est peut-être pour ça qu'il parle de conséquences. L'attitude résiliente, ce serait avoir une propension déjà de base, sans même que la situation ne se présente, à la fameuse flexibilité émotionnelle, etc. Quoi. Donc c'est peut-être ça, la petite différence. Attitude résiliente et le moment où tu fais appel à cette résilience, c'est peut-être pour ça qu'ils font la distinction. Souvenir ou anticipation d'une situation stressante. Jack et Jane Block de l'Université de Californie ont décrit les personnes les plus résilientes comme les plus optimistes, enthousiastes, curieuses et ouvertes à de nouvelles expériences et caractérisées par des émotions positives plus fortes. Comment ils ont fait ce constat-là, je ne sais pas. C'est pareil, est-ce que c'est un constat qu'ils ont fait? Dans quel cadre? Christian Walk de l'Université de Stanford et ses collègues ont pu montrer de leur côté que face à une menace, les sujets les plus résilients activent une région particulière, l'insula, donc la fameuse zone qu'on a vue juste avant. Non, ça c'est le thalamus. Hop, qui est là. Alors, c'est vraiment un peu plus profond, hein. Normalement, il y a le frontal qui passe un peu dessus et le pariétal aussi. Et l'insula est en dessous. Donc, cette région s'active a priori de façon plus spécifique et plus adaptée que les sujets les moins résilients. Cette petite aire cérébrale est impliquée dans l'évocation du souvenir d'une situation stressante ou lors de son anticipation. Donc en fait, si elle s'active, de ce que je comprends, c'est plus hop, dans cette zone-là, c'est stocker des souvenirs de situations qui ont de passé et que ça fait le comparatif un peu peut-être avec le présent. Et c'est ça qui permet d'adapter la réponse. Je serais plutôt dans ce sens-là. Après, encore une fois, on a défini des aires cérébrales, motrices, sensorielles, etc. Mais tout ça communique ensemble. Rien n'est complètement enfermé dans un petit bloc, alors à moins que je me trompe et que ça existe dans le cerveau des parties vraiment isolées du reste et qui ne communiquent pas avec l'ensemble des aires. Mais là, on voit que c'est un peu plus subtil que l'insula est responsable de la résilience. C'est plutôt l'insula va s'activer euh, parce que, a priori, c'est quand on fait appel aux souvenirs de situations stressantes ou qu'on anticipe une situation stressante. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Mais la récupération physiologique serait pas symptôme de la capacité à voir un aspect positif à la situation, donc d'être résilient. C'est ça qui, pour eux, c'est le raccourci, c'est ça. C'est s'il y a des personnes qui continuent à être stressées malgré le fait que bah, c'est positif si tu es stressé a priori et que on te dit bah, finalement la situation stressante n'aura pas lieu, théoriquement c'est censé être positif. Donc du coup absence de stress et du coup baisse du rythme cardiaque. Mais d'un autre côté, si le corps pompe des hormones à l'infini, ça risque pas de voir un impact sur la capacité à voir les choses sous un aspect positif. Alors, un stress, après, si un stress chronique peut poser des problèmes, effectivement, et amener effectivement à une difficulté. C'est pour ça que je trouve compliqué de n'aborder que l'aspect cérébral dans tout ça. Quelle part naturelle, quelle part environnementale? Les participants étaient en contact les uns avec les autres, avec possible échange de phéromones. Pose trop de questions. Bah, oui et non, c'est un peu
je me suis dit, enfin, on sait que le stress, euh, on nous parle du cerveau et non pas que le cerveau n'existe pas, mais tu peux pas, dans les réactions physiologiques, c'est un tout, c'est le nerveux, c'est l'endocrinien, donc l'hormonal. Enfin, c'est une, c'est l'ensemble de tout ça qui fait la réponse physiologique. Donc, d'isoler vraiment, en plus, une partie du cerveau en particulier, je trouve ça un peu limitant. Ça aurait été intéressant qu'elle ouvre un peu les pistes aussi, qu'elle parle des hormones aussi, quoi. J'avais pas la même signification du mot dans la tête, du terme de résilience. Après, on peut aller voir hein, sur le terme résilience, qu'est-ce que nous dit. Hop. En physique, valeur caractérisant la résistance au choc d'un métal. Et en psychologie, capacité à surmonter les chocs traumatiques. C'est dans le film, comment il s'appelle un truc avec le papillon. L'histoire d'un mec qui est victime du locked-in syndrome et est paralysé complètement. Le scaphandre et le papillon, je crois. Et c'est un film en gros sur la résilience, quoi. Si ça vous parle. Mais je pense que c'est aussi l'article est certainement, enfin, il est incomplet, hein, c'est un petit article. Feng Kong et ses collègues de l'université de Shaanxi en Chine ont aussi montré que l'activité du cortex orbitofrontal, donc frontal, on a vu que c'était plutôt devant, orbitaux, donc voilà, une partie autour des yeux, de l'hémisphère gauche, donc c'est particulier, c'est vraiment de l'hémisphère gauche, situé près de l'insula, est associée à une plus grande résilience. L'activité de cette région semble d'autre part liée au niveau de satisfaction dans la vie du sujet. Donc déjà, il y a semble. Déjà, ça veut dire on ne sait pas trop encore. Il y a peut-être un truc, ça semblerait que, mais c'est à vérifier. Et c'est pareil, si tu préfères, est associé. Alors ça, ils ont montré que, c'est pareil, comment ils ont montré que cette région-là, elle est associée à une plus grande résilience. Moi, c'est vraiment comment ils font les tests de résilience. Est-ce que c'est vraiment que tu exposes à un stress, tu retires le stress et tu vois s'ils reviennent à la normale? Qui n'est pas une mauvaise façon, mais qui est une définition presque à elle-même enfin voilà, qui peut être différente de la définition générale, quoi. D'autre part, il y a au niveau de satisfaction dans la vie du sujet, en gros, si tu es heureux ou tu n'es pas heureux. La résilience implique ainsi des régions connues pour leur rôle dans notre bien-être, le circuit de la récompense et la régulation des émotions. Et c'est pour ça que je disais, de toute façon, le truc de la résilience, il peut aussi évoluer au cours de votre vie selon que vous êtes bien un instant T ou pas, quoi. Donc tout ça est logique. Si ces régions-là ont déjà été identifiées par rapport euh, au bonheur général, au bien-être général, c'est pas incohérent, hein. Je sais que moi, on m'a annoncé un discours à faire. Genre, ah oui, ça, mais si on m'annonce ensuite c'est annulé, je vais pas aller mieux pour autant. Toute ma prépa mentale pour le discours resterait en cours et je me sentirais mal tant que pas évacuée. Faudra au final faire le discours pour lequel je me serais préparée pour pas le garder en tête. Ah oui, non, mais enfin, est-ce que dans d'autres situations, au contraire, tu aurais réussi à avoir un relâchement complet? Est-ce que c'est cette situation particulière qui fait que certaines personnes vont réagir en continuant à être stressées et que dans d'autres situations, bah, ça aurait été l'inverse? C'est vraiment, c'est plein de questions qui se posent, quoi. Les sujets les plus résilients développent-ils au cours de la vie des capacités gérées par ces régions cérébrales? Les sujets les plus résilients développent-ils au cours de la vie des capacités gérées par ces régions cérébrales? L'activité particulière de ces régions induit-elle un comportement de résilience plus ou moins marqué? Être plus positif
face à l'adversité pourrait non seulement nous permettre de surmonter l'épreuve plus facilement, mais également de se sentir plus fort et plus heureux au sortir de celle-ci. En fait, j'ai l'impression de comparer ça dans ma tête. Et bonsoir Katara, comment ça va? Je comprends vraiment pas l'étude. Bah, j'avoue que c'est assez flou, parce que moi, je comparerais ça aussi à la perception de la douleur. La même douleur, à différents moments, vous allez la placer peut-être à 2 sur 10 sur l'échelle de la douleur, ou peut-être à 6 sur 10 selon dans quel état psychologique, voire physiologique, vous êtes à l'instant T, quoi. Ouais, je suis dubitative. À l'image de Nelson Mandela qui affirmait la plus grande gloire dans la vie ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans celui de se relever à chaque fois que nous tombons. On apprend plus de ses échecs que de ses victoires. Euh, Franchement, je reste un peu sur ma faim. Après, peut-être parce que c'est de la psychologie, mais j'ai l'impression il nous manque beaucoup d'infos. Quand même, il nous manque beaucoup d'infos sur ce sujet de résilience cérébrale et de l'insula et tout. J'ai l'impression que c'était, mine de rien, assez flou, qu'il y a beaucoup de questions qui restent en suspens. Euh, Peut-être que voilà, un tout petit peu plus d'explications pour qu'on arrive peut-être plus facilement à faire le lien ou à se dire que il y a une... Enfin, ouais, à comprendre, je sais pas. Moi, ça manque de faits, en fait. Ça manque pas mal de substance, quoi. Oui, c'est ça, c'est que c'est pas assez poussé pour en déduire vraiment quelque chose. C'est dommage. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que ça va être bien pour. Enfin, peut-être ça va. Une petite lecture rapide. En fait, moi, ce que j'ai un peu peur avec ce genre de lecture, c'est que les gens vont garder en mémoire, s'ils se souviennent du terme insula, qui est possible, bien sûr, mais qu'en gros, la résilience, c'est lié à un truc dans notre cerveau et que du coup, on n'a peut-être pas trop d'action dessus, quoi. On peut pas y faire grand-chose et que limite, ce serait programmé dans notre cerveau, quoi. J'ai un peu peur qu'il y ait des raccourcis comme ça qui soient faits sur ce type de lecture, alors que c'est beaucoup plus subtil que ça, in fine. Il y a une partie du cerveau qui s'active, donc on peut associer maintenant. Maintenant, est-ce que c'est pas un peu plus, il n'y a pas d'autres choses à regarder autour, quoi. Du coup, tu es résilient ou tu l'es pas, c'est cérébral, peut pas muscler ton insula. Ouais, c'est ça, c'est un peu, moi, c'est un peu ce qui m'embête là-dedans, c'est ce truc-là. Un peu comme on a vu des articles sur, genre, c'est telle partie du cerveau qui fait que on ne peut pas lutter contre le réchauffement climatique. De toute façon, on est programmé pour en avoir rien à faire, quoi. Et c'est un peu ces raccourcis-là dont j'ai peur parce qu'ils sont quand même faits très très rapidement et très souvent. Et du coup, je suis toujours un peu donc un article qui parle de ça, qui est aussi flou, qui est un peu flou, ou si vraiment tu veux comprendre, il faut que tu ailles chercher les sources primaires. Et derrière, qui ne va pas parler de, bah justement, de est-ce que du coup, vu que, enfin, est-ce que de dire que peut y avoir, parce que encore une fois, hein, la douleur, je vais comparer ça à la douleur, elle peut varier chez la même personne et je pense que la résilience, c'est exactement la même chose. Il vous arrive un pépin alors que tout va bien dans votre vie, vous l'encaissez, voilà. Tout va mal dans votre vie, il y a un pépin qui vient se rajouter, bah bien sûr que là, vous allez en avoir plein le dos et que ça va être plus difficile à surmonter, quoi. Donc, c'est des choses comme ça que je ne vois pas dans l'article. Genre, il y a des gens résilients et il y a des gens pas résilients. Point. Et c'est l'insula qui joue un rôle. Ok. Sauf que, encore une fois, c'est plus subtil que ça, quoi. Je pense que c'est normal que ça n'apprend rien de tangible parce qu'en réalité, c'est hyper douteux quand quelqu'un nous dit telle zone fait tel truc. En réalité, les neurosciences sont encore loin de pouvoir faire ce genre d'affirmation. Voir ce qu'a dit Albert Moukébert sur le sujet, c'est hyper pertinent. C'est exactement à lui que je pensais quand j'ai vu cet article et quand j'ai commencé à le dire.
Et je suis complètement d'accord avec toi, Marilou. C'est exactement ma pensée. Exactement ce que j'essaye de traduire avec mes petits mots et avec l'inspiration d'Albert Moukébert, bien sûr. Mais oui, oui, c'est vraiment. Enfin, ça manque tellement de subtilité, effectivement, de dire c'est là que se trouve là. Enfin, c'est très, 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 très compliqué, quoi. Voir que ça s'active, oui. Après, encore une fois, les zones du cerveau sont pas isolées. Il n'y a pas de truc hermétique entre chaque zone, quoi. On a une petite carte qui nous sert de base, mais c'est plus subtil que